8e semaine des Contender Series 2025 avec ce combat entre Vagabov et Henrique pour commencer la soirée. Vagabov qui partait vraiment grand favori. Alors, ça nous a donné vraiment un bon combat, très bon combat qui aurait pu se passer en prélim du UFC. Mais voilà, c'est pas rien de vraiment extraordinaire là-dedans à retenir. On a un Vagabov qui combat un peu à la volée pour ses takedowns, pour ses frappes en général. Ses kicks surtout. Mais voilà, c'est envoyé comme ça. Il rentre, il envoie, il essaye de voir ce que ça donne un peu. Il a des trucs un peu en tête. Mais ça se répète. On a vu au premier round cette bombe qui essaye de rentrer. C'est lu par Henrique. Du coup, Henrique va répondre avec un petit sidestep pour envoyer un crochet du gauche. À partir de là, Vagabov va pouvoir un peu changer, cacher un uppercut derrière un jab. Mais Henrique se montre assez solide, assez costaud au niveau de son menton. Le problème, c'est qu'au début, Henrique avait du mal à trouver la distance. Des problèmes de in and out aussi. Donc le premier round va pour Vagabov. Et puis on va avoir des phases après. Ça va être des phases surtout de clinch. Voyant qu'au niveau du striking, ça tenait pas. Pas mal de phases. Donc sur les phases de grappling et de clinch, tout ça, pas mal de renversements. Petit scramble, petit single, des petits trucs qui se passent qui sont plutôt intéressant, donc c'est pas dégueu, c'est juste qu'il y a rien de vraiment extraordinaire. Troisième round, pareil. Alors, du coup, Vagabov gagne pas mal en termes de contrôle, parce qu'il va prendre le dos, mais toutes les tentatives de soumission sont bien évidemment, encore une fois, à la volée, donc c'est bien défendu par Henrique. Henrique qui a donné du fil à retordre, c'est vrai que, comme je disais, Vagabov arrivé... Alors, le résultat final, c'est 30-27 pour les trois juges, c'est parti à la décision. Le deuxième round était quand même très serré, difficile à scorer, mais le premier et le troisième sont clairement pour Vagabov. Mais voilà, donc Henrique qui donne fil à retordre au grand favori ici de la soirée. Et la prestation de Vagabov n'est pas si extraordinaire pour qu'il ait un contrat. Performance normale. Il fait le show, mais voilà, c'est pas encore au niveau. Il prétend après post-fight qu'il a pour ambition de devenir champion de la KT. Chez les flyweight, ça va être difficile, on est loin pour l'instant. Et on part après donc chez les featherweight avec l'invaincu Curtis Campbell qui vient de Liverpool en Angleterre, qui est gaucher. Champion du Full Contact Contender, 23 ans, donc invaincu, il est à 8-0, un grand fan de violence, il nous parlait de Jonas Jędrzejczyk, tout ça, toute cette carrière. Donc voilà, il est là pour la violence. Grand favori ici contre Dambasek, qui est sénégalais. Alors, selon l'UFC, j'ai pas vérifié l'info, c'est vrai que je ne sais pas ça, il paraît que le MMA est illégal en Sénégal, bon, ça ne m'étonnerait pas. Qui est donc à 10 ans en carrière, plus âgé, 31 ans, et qui est ceinture noire de taekwondo. Très prometteur Dambasek, donc le combat commence, effectivement quelques leg kicks du côté de Dambasek, mais répondu très lourdement par un high kick de Campbell, vraiment excellent, cet high kick est vraiment très propre, incroyable. Il enchaîne ensuite avec un middle, bon il se prend quand même les leg kicks de Dambasek, et après ça part donc en grappe, alors en grappe, en lutte, au sol, tout ça, à partir simplement d'un middle qu'il attrape Campbell, un middle de sec, il va chercher à amener au sol, mais sans suite. Alors ça part en clinch offensif, puis en fait, à la relevée, tentative d'amener au sol de sec, défendu par un bon wizard de Campbell. Campbell qui en profite pour partir sur un body lock takedown. Il prend le dos, et à la relevée, il envoie un genou à la tête sur les trois appuis de Dambasek, et ensuite il va l'achever avec un TKO au sol, avec des coudes notamment. Alors sur cette question des trois appuis, effectivement, il faut savoir que depuis quelques temps, le bout des doigts ne compte pas comme un appui quand ils sont au sol. Donc je ne sais pas si Dambasek, lui, s'en servait justement pour éviter ce genre de frappe, pour ne pas se faire frapper. Et du coup, peut-être qu'il ignorait, et effectivement, ça ne compte plus comme un appui. Donc il avait que 2 appuis officiellement maintenant avec le nouveau règlement. Et donc il s'est pris vraiment ce genou dévastateur qui l'a mis KO. Enfin, moi je vois un KO, mais on va dire knockdown en tout cas. Donc ça ne pardonne pas, effectivement. C'est ce petit changement de règlement qui change beaucoup en fait sur certaines phases de combat, on l'a vu ici. Et ensuite, on va découvrir le portrait assez flippant de Alvidrez Christopher, qui est vraiment a de quoi enrichir les psychiatres. Alors, il y a une histoire en plus assez particulière, puisqu'il est né à San Pedro, comme il explique, alors en Californie. Il était parti pour faire du foot américain, tout se passait bien, puis il y a un terrible accident de voiture, il a fini très blessé, beaucoup de fractures, il a commencé à s'intéresser au MMA, et puis il a voulu commencer à en faire aussi, pour représenter finalement là à l'UFC, sa famille, sa ville, tout ça. Il avait battu un ancien membre de l'UFC, Takashi Sato. Et là, donc, du coup, il vit en Floride, si je me trompe pas. Il s'entraîne en Floride, au Gottsched, chez les Zaidi. Sur cette carte, c'est le seul Américain, d'ailleurs, à être présent. Il va affronter Eliezer Kubanza, qui est congolais, qui est invaincu, et qui, lui, s'entraîne, en fait, au Soma, à Bali, et qui combat, en fait, au Brave habituellement. Alors, sur le Tale of the Tape, rien à dire, ils ont quasiment le même âge, le même nombre de combats, ils sont à peu près à 7 combats chacun, même allonge.
Vraiment, ils sont sur le papier, c'est identique. Et le combat commence. Alors du coup, on voit Alvidrez avec des appuis assez fléchis et qui switch beaucoup. Il va switch énormément de stance sur tout le combat. Enfin, le combat a duré qu'un seul round. Commencer à avancer vers l'adversaire, mettre la pression tranquillement, doucement. Chercher à placer son bras arrière quand il est en gaucher, notamment sur quelques contres. En face, du coup, Kubanza va envoyer des leg kicks qui ont plutôt bien marché, mais quand il va essayer d'envoyer son bras arrière, vraiment un bon réflexe de la part d'Alvidrez défensivement ici. Je rappelle qu'Alvidrez était underdog d'ailleurs. Donc voilà, donc ça va s'échanger quelques kicks, notamment sur la ligne basse, avec des stop kicks, des calf kicks. Alvidrez qui a joué un peu de la provoque, du coup il va placer quelques bonnes remises, mais une fois que Kubanza va switch lui aussi, ça va être un peu plus difficile pour lui de rentrer, il va se manger un bon check hook, des bonnes remises et des bonnes entrées de Kubanza, les kicks d'Alvidrez deviendront un peu plus malheureux, pas bien timés, il se jette en avant même bêtement en fait Alvidrez des fois, ça part en clinch, du coup on voit qu'Alvidrez quand même a une défense en clinch à la cage quand même très solide. Et puis après il va y avoir cette séquence donc où Alvidrez va mettre knockdown Kubanza. Alors ça commence par une espèce de 1-2 complètement piffé de Alvidrez, mais derrière au moment où il y a petit moment de recomposition, de faux recovery en fait, parce que il reste dans la zone jaune et du coup il va refaire ce 1-2, mais alors un autre 1-2 où première frappe au torse, normal, rien à redire, sauf que comme il est déjà à très bonne distance, la deuxième frappe ça va être un énorme crochet du droit qui va collecter donc très lourdement Kubanza, et après donc Kubanza qui commence à tomber, Alvidrez qui va enchaîner, et ça va mettre à peu près 1 minute pour le finir. L'enchaînement va être très long. Alors Kubanza qui va se relever, il va y avoir le Muay clinch engagé par Alvidrez pour envoyer des gros coudes, qui mettent encore knockdown à Kubanza. Kubanza qui cette fois-ci tombe au sol. Alvidrez qui prend la demi-garde pour envoyer du ground and pound encore avec ses coudes. Mais voilà, il y a le scramble. Mais Alvidrez va persévérer. À la relevée, ils vont continuer à envoyer des frappes. Ça retrouve au sol. Chercher le crucifix pour envoyer des marteaux et encore des coudes. Et il persévère. Il y a une pluie de coups. Kubanza va encore chercher à se relever. Au bout d'un moment, trop c'est trop. L'arbitre arrête. C'est Herb Dean. Et cette séquence qui est très longue, quand même, ça dure 1 minute, pour finir Kubanza. Alvidrez, on sent qu'à la fin, il a l'air épuisé. Très beau finish. Je trouve ça très... Enfin, comment dire ça ? C'est vraiment piffé, c'est un peu maladroit dans sa façon de gérer sa posture et les timings. Pas sûr que ce soit facile pour lui dans le roster UFC. Mais voilà, ce 1-2, ce premier knockdown, je trouve qu'il était quand même très beau à voir. Pour le coup, celui-là était bien timé. Il a tenté quelque chose et ça a réussi. C'est exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là où il commence à être un peu prévisible. Là, ça, on n'aurait pas pu le voir venir et c'est parfait. Prochain combat attendu, bien sûr, puisque c'est le frère de Charles Jourdain, Louis, qui va affronter un membre des Fighting Nerds. D'ailleurs, Caio Borraio sera encore là pour le coaching. Donc Magno Diaz, le Brésilien, qui est à 6-1, et Louis Jourdain, le Canadien, donc qui nous vient du Québec, de Belleuil, qui est à 8-3 en carrière, et qui s'entraîne donc à Brazilian Top Team au Canada. Et Louis Jourdain, quand même, il combat peu, une fois par an environ, et il part ici favori face donc au Fighting Nerd. Premier round qui commence, direct le gros calf kick. On sent que ça va faire mal. Magno Diaz, plutôt dans un registre patient. Début du combat, il cadre un peu, mais là, encore une fois, autre chose qu'on va revoir souvent dans le combat, outre donc les leg kicks de Louis Jourdain, la gestion de la distance de l'adversaire par Louis Jourdain. Dès qu'il s'approche trop, tout de suite, c'est lourdement puni. Alors, au début, il y a quand même premier avertissement, il fallait vraiment en tenir compte. Je pense que là, Magno Diaz, peut-être on peut pas faire vraiment autre chose, il faut vraiment attaquer sur les balanciers de buste et tout ça, vraiment trouver d'autres angles. Mais là, s'il reste de face, on l'a vu dès le début, ce in jab out très lourd qui fait très mal. Autre chose, Louis Jourdain va switch. Alors, beaucoup début du combat, et petit à petit, un petit peu de moins en moins. Très bonne feinte, des feintes d'ailleurs de Louis Jourdain dont il se sert pour... en switch pour envoyer un bon high kick. High kick qu'on verra d'ailleurs en neutral plus tard. Attention par contre du coup comme je disais, Magno Diaz qui a tendance à cadrer, qui n'a pas beaucoup de frappes mais qui peut envoyer un bon overhand quand il accule son adversaire. Arrivé à moitié du premier round, on va avoir des phases, on va revoir encore une fois le reste du combat, c'est les phases de collision. Quand Magno Diaz veut rentrer, il arrive à rentrer quand même à close range. Louis Jourdain ne va pas reculer, il va envoyer des bons crochets pour le punir. Et juste après, sur une de ces phases de collision, c'est pas un crochet, mais c'est un coude très violent, dont il va se servir après un sidestep pour mettre knockdown Magno Diaz. Il va pas se jeter sur lui. Magno Diaz se relève. Les crochets, le Québécois va les envoyer aussi en neutral. Puis ensuite, il va envoyer son crochet, puis se protéger pour envoyer un gros crochet du droit. Donc il va allonger un petit peu ces séquences pour vraiment mettre à mal le système défensif du Brésilien. Une phase qu'on trouvera à la fin du round
du premier round et ensuite à la fin du deuxième round, c'est ce grappling un petit peu de Manu Diaz qui arrive assez facilement, entre guillemets, hein, à envoyer Louis Jourdain au sol, mais malheureusement au sol, malheureusement pour le Brésilien, Louis Jourdain se défend très bien dessus, très solide là-dessus au niveau de sa défense au sol. Il arrive généralement à reprendre le dessus, à se retrouver en position dominante. Sur le deuxième round, alors au niveau des kicks, on a toujours hein, ces gros leg kicks, soit des calf kicks, des inside leg kicks de Louis Jourdain, qui font mal. Il tente d'envoyer quand même des middle. Et par contre, voilà, début du round, les kicks sont quand même un peu dans le vent. Mais petit à petit, Manu Diaz va de moins en moins les éviter. Il va falloir qu'il crée du jeu, ce qui est très difficile pour lui. Louis Jourdain qui est en confiance, hein, il passe en droitier, il rentre, il envoie sa combinaison de team 2, il recule pas, il switch, va chercher l'uppercut maintenant quand ça va à la collision. De plus en plus, hein, si ça part à la collision, il laisse pas le temps hein, à Manu Diaz de recomposer, il va de nouveau essayer d'entrer dedans. Il n'a pas peur d'aller à la collision, en fait il se rend compte qu'il est bien meilleur là-dedans. Toujours, hein, si Manu Diaz n'est pas à la bonne distance, il y a les stiff jabs mais qui font très mal. Encore une fois, le Brésilien va tomber knockdown. Cette fois-ci, alors c'est un calf kick qui va être enchaîné par un coup de genou sauté. Puis comme je l'ai dit, fin de deuxième round, on va avoir cette phase encore de grappling avec un sol hein, où Jourdain qui reprend le dessus, qui se trouve dans la garde, tout pour envoyer du ground and pound. Les statistiques sont affichées au niveau du combat, effectivement beaucoup de volume envoyé par Louis Jourdain, alors que de son côté, le Brésilien, là, il a du mal. Hein. C'est un peu l'effet coaching Caio Borraio, selon moi. Comme on l'a vu au début du premier round ou à la moitié du premier round, hein, c'est vraiment chercher à envoyer cet overhand pour bien connecter. Mais si c'est tout ce qu'il y a à faire, ça va pas suffire. Ensuite, on voit les tentatives de grappling. Pareil, ça ne suffit pas. En face, Louis Jourdain est bien préparé à ça. C'est d'ailleurs ce qui va coûter un peu la défaite hein, aux Brésiliens, c'est-à-dire cette erreur de Manu Diaz de chercher à grappler sur Louis Jourdain dès le début du troisième round. Jourdain qui va enchaîner avec du ground and pound, Diaz qui va turtle et tout de suite la transition de Louis Jourdain qui va enchaîner quelques frappes pour chercher l'étranglement arrière. C'est réussi. Très bonne recrue au sein de l'UFC, je m'attendais pas à un tel niveau. Et on finit la soirée chez les middleweight avec Damian Pinas du Suriname. 7-1 en carrière, un 100% de finish rate, 23 ans. Une longue, vraiment la longe là, on est sur du 119-5. Il va en bénéficier hein, contre Victor Costa qui a beaucoup moins d'allonge, qui est brésilien, qui est un champion du jungle fight. Les cotes sont assez even avant le combat. Victor Costa qui va faire beaucoup de feintes inutiles, hein, complètement inefficaces sur Damian Pinas, qui s'en fout royalement de ce brouillage de signaux. Par contre, Damian Pinas va rater pas mal de calf kick là. Et puis cette séquence où il va, entre guillemets, blitz, en fait il va une longue combinaison de swing, il va swing vers son adversaire, qui va reculer, en fait il va s'acculer tout seul par peur. Après, elle va se mettre en place du coup, outre les swings, hein, autre chose pour l'avantage d'allonge, ça va être les jabs. Hein. Alors déjà en leg punish, mais surtout après les jabs, dès que la distance est bonne, il envoie. Ça met du temps, il met quand même du temps à le faire, je trouve. On aurait pu le faire bien plus tôt. On le voit, il rate un check hook. Il envoie par contre un bon 1-2 en ligne. Il y a quelques phases de collision. Il y a des moments aussi, on voit surtout à chaque fois ce syndrome hein, du tennisman débutant qui est au service, là, qui voit où va tomber la balle et qui oublie de se replacer, de refaire ce qu'il faut. Là, pareil, hein, on voit que le combattant, il a du mal à tout de suite remettre sa défense en place après avoir envoyé une frappe. Il veut voir si ça a cogné ou pas. Finalement, il finit par le faire, on le voit quand même, hein, remettre la garde près de son visage. Il va envoyer de nouveau un 1-2 qui va bien connecter et ensuite rebelote. Il se dit, bon, de toute façon, là, c'est possible, je peux le faire, donc autant continuer. Combien lui en a pris? 1-2 qui met KO direct hein, sur ce jab cross. Très propre. Très bon final hein, pour cette soirée, encore une excellente soirée. Vraiment l'UFC qui se régale hein, sur ses recrues là, cette année.